Quand il y a des questions auxquelles vous n'arrivez pas à répondre, je pense que la meilleure technique, ça reste d'aller voir un expert du domaine. Et typiquement, quand il s'agit de technologie et de progrès, d'innovation, et qu'on se pose la question de savoir est-ce que ça va nous permettre de faire face aux défis climatiques, nécessairement on est un peu circonspect, on ne sait pas précisément la réponse. Et aujourd'hui, je reçois Philippe Biwix, qui est un centralien, qui est un ingénieur, qui a écrit plusieurs essais sur cette question-là, la question environnementale et de la technologie. C'est un promoteur de la low-tech. Et avec lui, justement, on discute de cette question précisément. Est-ce que la technologie va nous permettre de continuer à vivre notre vie comme on le fait aujourd'hui, tout en ayant un impact moins important sur l'environnement? Donc c'est une question que vous devez nécessairement vous poser d'une manière ou d'une autre, savoir si vous allez pouvoir continuer à vivre comme avant quelque part, ou est-ce qu'on va pouvoir continuer à être dans cette ère de progrès. Donc je vous laisse écouter cette conversation. Allez Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Philippe. Bonjour. J'aimerais comprendre, parce qu'en fait, on voit beaucoup dans les avenirs qu'on nous propose, deux grandes voies. Il y en a une qui est une voie sans issue finalement. L'autoroute s'arrête. C'est tout ce qui concerne une écologie un petit peu radicale et sans doute toutes les théories autour de l'effondrement. Et de l'autre côté, je vois des Elon Musk et autres start-upers qui sont sur une autoroute, et donc sur une route qui va tout droit, très très vite. Et j'ai la sensation que ces deux mondes n'ont rien à voir, et en même temps on les vit en parallèle. Et j'aimerais comprendre dans un premier temps, vous, la manière dont vous envisagez les choses. Moi déjà j'ai l'impression que chaque génération a un peu tendance à remettre le couvert, ou que l'histoire repasse souvent les plats comme on veut. C'est-à-dire que finalement ce débat qu'il y a aujourd'hui, alors sur un état de la planète que tout le monde reconnaît, y compris je pense les milliardaires vendeurs de rêves bon marché, en fait face à ça, la vraie question c'est la question du progrès technologique. C'est-à-dire, est-ce que finalement, grâce au progrès technologique, on va pouvoir faire face à la pénurie, voire même inventer des technologies vertes, réparer la planète? Ou bien est-ce que finalement, peine perdue, le coup est déjà parti et on va vivre un processus d'effondrement plus ou moins rapide et plus ou moins violent? Et en fait, les termes de ce débat-là existent depuis au moins 70 ans. Dès la sortie de la Seconde Guerre mondiale, en 1948, il y a deux écologistes qui vont publier chacun un best-seller. William Vogt publie Road to Survival, et puis Fairfield Osborne publie Our Plundered Planet. Et les deux s'inquiètent déjà d'un risque de pénurie très grave, de famine avant les années 70 ou 80. Et en face de ces perspectives extrêmement sombres, très vite vont se dresser des sociologues, des économistes, des futurologues, qui eux vont dire non, au contraire, on va avoir tous des voitures volantes, des fusées hypersoniques, grâce en plus à une énergie gratuite et pas du tout polluante, qui est évidemment l'énergie atomique, puisque on sort juste de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, les termes du débat vont rester exactement les mêmes pendant plusieurs décennies. Alors d'un côté, ils vont se retrouver avec le petit surnom de cornucopiens, de la corne d'abondance en latin, cornucopiae. Donc c'est l'abondance par le progrès technologique, et donc finalement l'humanité est sur une trajectoire qui effectivement est complexe, mais finalement on adore la complexité, on adore la difficulté, et on arrive toujours à la surmonter grâce à l'innovation. Et puis de l'autre, on va avoir les doomsdayers, alors les prophètes de l'apocalypse, qui eux vont au contraire expliquer que tout va aller de plus en plus mal. Et le débat va s'estomper dans les années 80-90, parce que finalement il y a d'autres grands événements historiques, la chute de l'Empire soviétique, et puis la fin de l'histoire. C'est Francis Fukuyama qui va écrire ce livre un petit peu après la chute de l'URSS. Et le débat ne va ressurgir finalement qu'avec la croissance très forte de la Chine et de l'Inde, avec la question climatique qui s'invite aussi au milieu des années 2000, avec la question du pic de pétrole, et donc qui va faire ressurgir finalement une pénurie une inquiétude sur la pénurie possible d'un certain nombre de ressources, parce qu'effectivement, dans l'été 2008, juste avant la chute, les prémices de la grande crise économique, toutes les matières premières s'étaient envolées. Le pétrole était à 140 et quelques dollars, le cuivre, etc. Tout avait suivi. Donc voilà.
Et en fait, le débat reste un petit peu toujours le même. Donc effectivement, il y a les partisans du progrès. Alors c'est vraiment aujourd'hui, c'est vrai que les promesses ont un peu tendance à s'envoler parce que indéniablement, il y a eu des poussées tout à fait incroyables en termes de programmation de logiciels, en termes de miniaturisation des équipements électroniques, en termes de progrès de la chimie des batteries, ce qui fait qu'aujourd'hui on nous refait le coup de la voiture volante. Cette fois, ça sera un drone autonome de Uber qui nous servira de taxi. Mais finalement, voilà, on avait déjà la voiture autonome en promesse dans les années 50, et même à la fin du 19e siècle, il y a des très belles gravures et des livres d'Albert Robida avec des calèches qui récupéraient les gens à la sortie du théâtre et qui étaient déjà volantes. Bon. Mais finalement, aujourd'hui, il y a un tel progrès qu'on se dit, ah mais oui, mais finalement, tout est possible. Sky is the limit, comme disent les anglo-saxons. Malgré ça, effectivement, on a cet incroyable état de la planète qui voilà, se dégrade. Enfin, l'effondrement de la biodiversité est absolument clair. Il y a quand même plus beaucoup de gens qui contestent le changement climatique. Et puis, d'une manière ou d'une autre, on tape dans un stock pour tout ce qui est extraction des ressources, on ne dématérialise pas du tout l'économie. Au contraire, on extrait de plus en plus de ressources et la croissance de l'extraction est plus rapide que la croissance du PIB. Donc, effectivement, ces éléments indéniables font penser à un certain nombre de personnes, alors plus ou moins radicales peut-être, que effectivement tout ça ne peut pas durer. Voilà. Alors moi, je suis un peu je vais pas dire entre les deux, parce que évidemment, je pense que on est dans une économie, dans un système industriel qui n'est pas soutenable par définition. Mmh. La question, c'est comment est-ce que les choses vont effectivement se stabiliser ou se réinscrire dans les limites planétaires. C'est-à-dire que de manière absolument stupide, par exemple, si on prend un petit 2% de croissance par an, qui est quelque chose d'assez modeste, mais bon, je pense que à peu près tout gouvernement de pays occidental et chef d'entreprise s'en contenterait, on va dire. 2% de croissance par an, c'est une multiplication par 2 tous les 37 ans. Ça s'appelle une courbe exponentielle. On a découvert la courbe exponentielle avec la crise sanitaire. Vous savez, quand le nombre de malades est multiplié par 2 tous les 5 jours, au début ça fait pas trop mal, et puis après quelques semaines, il faut se confiner. Voilà. Là c'est la même chose, sauf que c'est x2 tous les 37 ans. Ça veut dire que dans un millénaire, il faudrait avoir multiplié l'économie mondiale ou la consommation d'énergie, j'en sais rien, ou de ressources par 390 millions. Vous voyez, alors je sais pas à quoi ressemblerait une France, si tant est que ça soit encore la France et que ça soit encore l'euro, mais vous voyez, avec un euro, à chaque euro de PIB finalement, parce que pendant ce temps-là, évidemment, il faudrait baisser les gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre pour au moins d'un facteur 4 ou 6, pour espérer atteindre la neutralité carbone à l'échelle planétaire. Donc il faudrait que chaque euro de PIB soit 1,5 milliard de fois plus efficace, moins émetteur de gaz à effet de serre qu'aujourd'hui. Alors vous voyez que je veux bien qu'on fasse de la disruption et des services formidablement à valeur ajoutée intéressants et green, mais il y a un moment où en fait le truc ne fonctionne pas. Donc évidemment, c'est tout ça est de la science-fiction naturellement, mais c'est juste pour expliquer qu'à un moment, finalement, il n'y a pas tellement le choix. D'un point de vue purement physique, la croissance prendra fin. La croissance économique, la croissance de la consommation d'énergie, la croissance de l'extraction de ressources. Et on aurait beau convoquer, par exemple, je sais pas, l'énergie de la fusion nucléaire, par exemple, il y en a qui se rassurent avec ça. D'accord, mais dans 1500 ans, toujours à 2% de croissance par an, il faudrait que l'humanité consomme la puissance de l'étoile solaire, mais pas le soleil qui arrive sur Terre, la puissance de l'étoile elle-même. Alors évidemment, on va avoir du mal à faire des réacteurs nucléaires qui font la taille de l'étoile solaire, quoi. Donc la croissance va prendre fin. La question, c'est quand, sous quelle forme. Évidemment, on peut l'espérer plus ou moins progressive, on peut l'espérer plus ou moins pilotée, c'est-à-dire choisie plutôt que subie. Et puis, la question de l'état de la planète au moment où on fera ça et des conséquences sociales et environnementales. Alors effectivement, le raisonnement par l'absurde, ça marche pas trop mal en général. Ouais. Et pourtant, majoritairement, les personnes qui nous écoutent sans doute se disent « mais moi j'ai envie d'avoir la 5G sur mon téléphone ». En fait, on est né dans des imaginaires de croissance infinie, de consommation débridée, de toujours plus de confort.
Et je crois que c'est ce qui est aussi difficile pour les personnes, mais aussi pour les entreprises, de se dire, en fait, ce monde-là, ce récit-là, cet imaginaire-là, en fait, il était faux. Et donc, il faut qu'on ajuste. C'est peut-être ça aussi qui est compliqué. Et du coup, enfin, la question sous-jacente, c'est dans quelle mesure la technologie peut nous aider à aller dans le bon sens, ou est-ce que la technologie, comme un peu, parce que vous faisiez la référence, mais on ne sait pas décorréler la croissance de la pollution en réalité, donc il y a aucune chance que ça puisse, enfin je crois pas que ça puisse arriver. Et de la même manière, j'ai la sensation que on a du mal à décorréler la technologie de la pollution également, enfin d'une manière ou d'une autre, que ce soit à travers la création d'outils, que ce soit à travers les réseaux, que ce soit, enfin voilà. Donc j'aimerais bien comprendre, est-ce que la technologie peut nous aider? Est-ce que en fait il faut se dire non, finalement la 5G c'est pas forcément utile. Il y a beaucoup de débats sur la 5G avec beaucoup de gens qui comprennent rien. Je pense que ça peut valoir le coup aussi de faire un petit point là-dessus et de comprendre à quoi ça sert, et parce qu'il y a toujours des personnes qui vont vous dire oui, mais on peut opérer quelqu'un à distance avec de la 5G. Donc voilà, je serais très curieux d'avoir votre point de vue là-dessus, qui est large, la question. Alors la 5G, on pourrait faire une émission quasiment complète sur le sujet. Moi, je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que les gens disent on a besoin de la 5G, on a envie de la 5G. La 5G, elle a été quelque part imposée par un programme industriel, et en fait, les cas d'usage de la 5G sont assez éthérés, et je veux dire pour le citoyen moyen, ça va pas forcément changer grand-chose. C'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir la possibilité peut-être de télécharger des films en quelques secondes dans des trains qui roulent à 300 km/h, là où c'est un peu compliqué quand on va vite, et pour l'instant, et qu'il faudrait plutôt 1 minute ou 1 minute et demie. Ouais. Bon, mais en réalité, cette débauche de quantité de données qu'on échange, elle est plus forcément, il y a un moment où elle finit par dépasser la perception même, par exemple, de l'œil humain. C'est-à-dire que l'évolution des formats de vidéos, aujourd'hui, on sait que la résolution en nombre de pixels ou même en nombre de couleurs dépasse les capacités de l'œil. Donc en fait, le gain en réalité devient un petit peu marginal. C'est-à-dire que c'est un peu tout le fonctionnement des sociétés humaines. C'est-à-dire que on sait par exemple que le PIB au départ, il est plutôt bien corrélé avec le bonheur ou avec l'indice de développement humain. Donc quand on sort de la misère, etc., en PIB par habitant, ça fait du bien. Évidemment, on a accès à des services de base, etc. Et puis au bout d'un moment, finalement, d'ailleurs relativement vite, ça plafonne. Et puis le Qatari moyen, il n'est pas tellement plus heureux que le Danois moyen ou que le Portugais moyen. C'est même potentiellement un petit peu l'inverse, puisque on sait qu'évidemment que derrière une vie bonne et un sentiment de bonheur, il y a bien d'autres critères évidemment que la capacité à consommer, qui a plutôt évidemment du social, des questions de perception des inégalités, etc. Donc je pense que le débat sur la 5G, alors quand on regarde un petit peu le niveau a pas été forcément très très élevé. Alors il y a eu la 5G, ça sert pour la téléchirurgie. Ça c'était le premier argument. C'est toujours bien de prendre des arguments médicaux, parce que c'est moins contesté. Quand vous regardez en réalité, personne va passer sur le billard dans une camionnette sur une place de village. Vous voyez, quand une opération de chirurgie, vous avez un anesthésiste, vous avez des infirmiers, des infirmières, vous avez un bloc de réanimation si ça se passe mal. Enfin, faut tout un écosystème autour, et donc évidemment, faut être dans un hôpital. Donc le fait de devoir déployer la 5G massivement et partout pour cet argument-là est un petit peu limité. Bon. Ensuite, vous avez la voiture autonome. La voiture autonome, on sait qu'elle va arriver un petit peu tardivement, la vraie voiture autonome. Il y a même des groupes qui ont commencé à jeter un peu l'éponge, en tout cas sur les niveaux d'autonomie les plus élevés, niveau 4 ou niveau 5. Par exemple, Carlos Tavares, le patron de PSA, qui a annoncé il y a quelques temps que ceux qui pourraient se payer la technologie autonome étaient déjà assis sur la banquette arrière, quoi. Et donc, la généralisation de la voiture autonome et ses gains potentiellement environnementaux sont extrêmement contestables et de plus en plus contestés. Puis après vous avez d'autres applications, comme par exemple l'industrie 4.0. Alors c'est vrai que ça peut permettre
La 5G elle peut permettre de gérer une multiplicité de pièces dans des usines, des robots, etc., avec des temps de latence très faibles. Et ça, là encore, vous n'avez pas besoin de déployer ça partout. Vous avez d'ailleurs un modèle en Allemagne qui commence à être un petit peu différent du modèle français. Enfin, finalement, vous pouvez, si vous avez une usine qui fait 1 kilomètre de long par 300 mètres de large, vous pouvez la couvrir avec 3 cellules small cell de 5G, et vous avez l'ensemble de votre service qui est tout à fait possible, et il n'y a pas du tout besoin, encore une fois, de déployer partout. Et puis après, il y a la question de la smart city, de l'internet des objets, qui est là encore un petit peu différent. Alors là, la smart city, tout le monde finalement se dit la smart city c'est bien, ça va être écolo, on va optimiser avec le numérique, etc. Mais là encore, les cas d'usage sont extrêmement limités. À part si vous sortez de la question des poubelles qui peut-être arriveront à dire quand elles sont pleines pour optimiser les tournées des camions. À part ça, enfin voilà, vous avez quelques capteurs sur les réseaux, mais il n'y a pas besoin de la 5G pour ça, etc. Donc on est vraiment dans un syndrome technologique de la Reine Rouge, si vous voulez, hein, si vous connaissez ce personnage. Alors c'est un personnage d'Alice au Pays des Merveilles, en fait, et donc elle court sur place. Et elle court, et si elle s'arrête, elle recule, en fait. Ouais. Et donc, en fait, c'est ça un peu la course en avant technologique, c'est que si les autres avancent et que vous vous arrêtez, bah, vous reculez. D'ailleurs, c'est marrant parce que le jour où Emmanuel Macron a fait sa sortie sur le modèle Amish, le matin, Bruno Le Maire avait exprimé justement que ne pas déployer la 5G pour la France, c'était un retour en arrière, quoi. Vous voyez, c'est assez rigolo. Donc, en fait, derrière tout ça, pour moi, là, il y a bien sûr que le spectre d'un monde de post-croissance ou de non-croissance ou d'accroissance, voire de décroissance, est très effrayant pour beaucoup de monde. Alors évidemment pour les gouvernements, parce que la croissance du PIB, bah, c'est l'espoir ou l'assurance de se rapprocher du plein emploi ou d'avoir un taux de chômage qui est pas trop haut. Il y a évidemment les entreprises, il n'y a pas une entreprise qui a envie de se faire harakiri sur le chiffre d'affaires, sans même parler des actionnaires. C'est la question aussi de la responsabilité vis-à-vis de l'emploi, typiquement. Donc la question, c'est est-ce qu'on est capable, aujourd'hui on a un monde et un fonctionnement, je dirais, à la fois économique, social, fiscal, qui incite à faire de la productivité. On se réjouit d'ailleurs de faire de la productivité. Qu'est-ce que c'est la productivité ? C'est d'utiliser de l'énergie, d'utiliser des machines pour remplacer du travail humain et faire plus avec moins de travail humain. Hein. Et donc ça se passe partout, ça se passe dans l'agriculture où vous avez pourquoi on déploie aujourd'hui des drones dans l'agriculture, ça permet des robots, etc., des dispositifs de surveillance, de GPS, ça permet simplement d'avoir des exploitants agricoles qui exploitent des parcelles toujours plus grandes, quoi. Hein. C'est ça le principe. Et ça marche pareil dans l'industrie, ça marche pareil partout, ça marche pareil dans les services, évidemment. L'idée de toute la question de l'intelligence artificielle, par exemple, voilà, cette vague de robotisation ou de remplacement d'un certain nombre de métiers de service. Alors on verra si c'est réel ou un petit peu fantasmé, puisqu'on a toujours un peu tendance, l'humanité a toujours un peu tendance à fantasmer des changements de manière un petit peu plus rapide que la réalité. Hein. On en revient toujours à mes promesses des années 50 où on devait avoir des bases lunaires avant l'an 2000, quoi. On n'en est pas tout à fait là. Non. Mais voilà, en fait, ce monde donc qui incite à la productivité grâce à la technologie, au départ c'est formidable parce que ça a permis effectivement de sortir de la misère, de fabriquer un peu plus qu'une chemise pour 10 personnes, voilà, grâce à la mécanisation du textile et je sais pas quoi. Ça a permis de réduire la pénibilité aussi d'un certain nombre d'emplois, parce qu'évidemment au départ la force c'est la force humaine et la force animale. Et puis aujourd'hui on sait pas trop ce que ça permet, quoi. Et donc malheureusement on est dans un système de destruction créatrice à la Schumpeter, hein. Donc voilà, il y a des emplois qui disparaissent parce qu'ils sont remplacés finalement par de l'innovation technologique. Et donc il faut faire de la croissance et il faut développer des nouveaux secteurs, et finalement effectivement ces nouveaux secteurs ils sont jamais neutres en carbone, quoi, d'une manière ou d'une autre. Il faut faire ça parce que sinon finalement on détruirait tellement d'emplois qu'il y aurait un véritable effondrement social, quoi. Donc la question c'est plutôt ça, c'est aujourd'hui
on a atteint peut-être un niveau d'absurdité assez important, un niveau de gâchis aussi, hein, parce que on gâche quand même de précieuses ressources, on gâche de l'énergie, on gâche De l'eau. on gâche des surfaces agricoles à travers l'étalement urbain. Enfin, il y a plein de choses qu'on pourrait faire tout à fait différemment. Et on fait ça un peu en serrant les fesses en disant il faut aller plus vite que le voisin en plus parce que sinon on va se faire piquer des emplois. Et voilà. Et avant de se réinscrire dans les limites planétaires, il y a un gigantesque chantier devant nous. Mais alors, est-ce que justement la technologie peut nous aider à le faire? Parce que j'ai en tête cette image qu'on m'avait donnée qui était que une limite pour un écologiste c'est quelque chose à pas dépasser, tandis qu'une limite pour un technophile c'est quelque chose qu'il faut challenger. Ou en tout cas, voilà, c'est un nouveau challenge à prendre. Et du coup, je me pose la question, est-ce que vraiment le progrès, l'innovation, progrès devenu, maintenant on appelle ça innovation, permettent ou vont permettre, d'une manière ou d'une autre, de résoudre ces problèmes qu'on a créés en réalité? De mon point de vue, non. C'est bien ça qui est un petit peu pervers. Alors, évidemment qu'il y a innovation technologique et qu'il continuera à y avoir innovation technologique. Et ça serait stupide de nier d'ailleurs le fait qu'évidemment il y a toute une série pour le coup de progrès technologiques. On peut réutiliser le mot progrès de temps en temps, même si maintenant il est un petit peu justement chargé et qu'on préfère se réfugier dans la sémantique de l'innovation. Mais évidemment toute une série de choses qui sont formidables et incroyables. Et bon, voilà, on va pas. Il y a plein de gens qui sont sortis de la pauvreté, très bien. Il y a les usages médicaux qui renonceraient au progrès incroyable qu'il y a pu avoir dans le domaine médical, par exemple. Bon, même si là aussi on pourrait trouver des limites et puis se dire oui, mais quand on va aller flirter avec le transhumanisme ou avec les électrodes et les puces connectées dans le cerveau, on pourrait se poser la question. Mais en tout cas, voilà, il y a plein de choses qui sont formidables. C'est un peu le principe d'ailleurs de la technique, hein. Vous savez, il y avait souvent on dit la technique est neutre finalement, hein, ça dépend ce qu'on en fait. Elle est ni positive ni négative parce que avec un couteau, ou avec une tronçonneuse, je peux couper un arbre, je sais pas quoi, dans une branche dans mon jardin, et puis je peux assassiner mon voisin. Et donc la technique est neutre, mais en fait ça on sait depuis longtemps aussi, ne serait-ce que depuis le penseur de la technique Jacques Ellul, que non, la technique n'est jamais neutre, elle est à la fois positive et négative, elle est ambivalente, c'est-à-dire vous pouvez pas avoir Internet bien commun mondial avec je sais pas Wikipédia et la voix sur IP et des échanges entre universités, et puis ne pas avoir en même temps la face sombre d'Internet avec son darknet, son harcèlement et ses réseaux sociaux complotistes, quoi. Enfin, en tout cas, c'est très très compliqué et c'est un travail permanent d'essayer d'éviter les mauvais côtés. Du coup, ce qui est un peu problématique aujourd'hui dans les promesses technologiques diverses et variées, alors qui sont toujours un peu les mêmes d'ailleurs, hein, depuis au moins depuis Francis Bacon et la Nouvelle Atlantide au début du XVIIe siècle, hein, c'est toujours les promesses d'abondance, hein, donc c'est plus haut, plus loin, plus fort, plus vite. Donc ça peut être effectivement Hyperloop, la conquête de Mars ou que sais-je. Et ensuite il y a des promesses un peu de techno-esclavagisme, quoi, hein, la machine va travailler à notre place, hein, cette fois pour de bon, hein, parce que jusqu'à présent, on a robotisé, mais on travaille toujours autant. Enfin, en tout cas, il y en a beaucoup qui travaillent toujours autant. Et puis la troisième, c'est évidemment le fait de repousser l'âge de la mort ou de s'augmenter, enfin d'essayer de devenir des dieux ou des demi-dieux. Bon, tout ça renvoie à des fondamentaux anthropologiques tout à fait connus dans le domaine de la philosophie ou de la religion, hein, et évidemment tous les dispositifs moraux qui avaient été installés par les sociétés et les civilisations jusqu'à présent, c'était justement pour lutter contre ce triple tropisme tout à fait sympathique de dire je vais m'installer dans mon hamac, la bouffe vient toute seule et sans travailler et je vais être immortel. Non, justement, il y avait un certain nombre de choses qui avaient été installées pour dire si ça serait pas mal, tu vas travailler tu vas gagner ton pain à la sueur de ton front, tu vas refuser l'immortalité comme Ulysse alors que Calypso lui offrait, et voilà, bref. Donc ces promesses-là, en fait, le germe est un peu dans le fruit. Alors, moi, je vois au moins 3 grands problèmes. Le premier, c'est que globalement, c'est la consommation de ressources. En fait, on ne dématérialise pas. Hein, tout ça, ça s'appuie, que ce soit les services numériques,
que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit voilà des transports, etc. Il y a rien qui n'est jamais propre. Enfin même vous avez une voiture électrique, voilà même si surtout pas une voiture électrique. Je crois que en fait la voiture électrique ça dépend beaucoup de la manière dont l'énergie est produite à l'origine. C'est-à-dire qu'en Allemagne une voiture électrique c'est une voiture au charbon en réalité. Donc, alors ça va dépendre effectivement de ça. Ça va dépendre du nombre de batteries qu'elle a, ça va donc de son autonomie, ça va dépendre voilà de est-ce qu'elle est utilisée beaucoup ou pas, parce que l'essentiel de l'énergie grise va avoir été embarquée dès le premier kilomètre. Donc ensuite, est-ce que vous allez diviser ça par beaucoup de kilomètres ou pas? Mais quand bien même elle serait complètement propre sur tous ces paramètres-là, ce qui est donc impossible, mais quand bien même, eh bien en fait, elle émet quand même beaucoup de particules, ne serait-ce qu'avec le dispositif de frein et les pneus qui s'usent sur la route. Et donc bon, c'est des trucs un peu horribles, mais c'est la réalité dans laquelle on vit. Et, donc la première chose, c'est les ressources. On tape dans un stock de ressources. Souvent, d'ailleurs, les nouvelles technologies ont plutôt tendance à taper dans des ressources plus rares, hein, des petites boules de perlimpinpin dans la soixantaine de métaux, des éléments chimiques de la table de Mendeleïev. Et ce qui est un petit peu embêtant surtout, c'est que ça nous éloigne de l'économie circulaire. C'est-à-dire que tous ces dispositifs électroniques qui contiennent beaucoup de métaux différents, souvent en quantité très petite, d'ailleurs de plus en plus miniaturisée, hein, et c'est ça qui a permis la portabilité, etc. Et puis qui permet d'embarquer des calculateurs dans des voitures autonomes ou dans des drones, etc. Eh bien, ces dispositifs-là sont de moins en moins recyclables en fait, parce que quand vous avez mélangé une quarantaine de métaux avec une toute petite quantité, parfois en milligrammes, en dizaines de milligrammes ou moins, eh bien vous arrivez au moment du four électrique et du broyage, c'est très compliqué de reséparer tout ça. Donc vous avez quasiment une trentaine de métaux sur la soixantaine de métaux qu'on utilise dans le système industriel qui sont aujourd'hui pas recyclés à l'échelle mondiale. Enfin, les rapports technocratiques disent moins de 1%. Donc voilà, en langage non technocratique, ça veut dire qu'on ne sait pas les recycler. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est, on en a un petit peu parlé avec la voiture électrique, c'est l'effet systémique, c'est-à-dire finalement, toute chose égale par ailleurs. On nous présente toujours la batterie qui est géniale, on va nous parler de telle ou telle nouvelle solution, de tel ou tel dispositif. Bon, et en fait, ensuite, ça peut effectivement donner l'impression de régler un problème localement. Par exemple, la voiture électrique, elle est pas stupide dans des zones qui sont effectivement extrêmement fréquentées, avec beaucoup de pollution aux particules, etc. Et ensuite, il y a des effets qui sont pas forcément visibles et pas forcément maîtrisable pour faire fonctionner ça. Alors mon exemple type, c'est la voiture autonome ou la smart city justement. C'est-à-dire que si ces dispositifs-là réclament des réseaux télécoms, un système digital derrière qui lui-même est de plus en plus consommateur et va émettre des gaz à effet de serre à l'autre bout de la planète à travers les calculateurs qui seront nécessaires ou les disques durs de stockage de données, finalement quel est le bilan, quel est le résultat entre le coût environnemental qui sera généré et puis les bénéfices éventuels, quoi. Voilà. Donc ça on le retrouve vraiment un petit peu partout. Et puis il y a un troisième effet pervers, c'est sans doute le pire, c'est l'effet rebond. C'est-à-dire, finalement, oui, bien sûr, on a tendance à inventer des technologies, des solutions pour avoir des produits et des services de plus en plus efficaces en termes de consommation d'énergie, en termes de consommation de ressources, parce que ça a aussi une efficacité économique, évidemment. Donc les entreprises recherchent cette efficacité. Il y a personne n'a envie de faire des antennes plus énergivores ou des voitures qui consomment plus pour le plaisir, évidemment. Donc on oriente bien, je dirais, l'innovation de ce point de vue-là. Mais malheureusement, cette économie environnementale, c'est aussi une économie d'argent, et donc ça rend les services plus accessibles. Et donc on développe à ce moment-là des volumes qui sont consommés. Et donc même si chaque geste unitaire consomme moins, en fait globalement on va consommer plus. Et c'est malheureusement c'est notre peine, puisque c'est toute l'histoire de l'humanité quasiment sur les 2 derniers siècles. C'est-à-dire que alors le premier à avoir montré ça, c'est Stanley Jevons qui avait écrit un rapport sur le charbon au Royaume-Uni dans les années 1860, quand le Royaume-Uni exportait encore la moitié du charbon mondial et qu'il y avait des voix qui commençaient à s'élever sur le fait qu'il fallait peut-être garder un peu de charbon pour l'industrie anglaise dans les décennies qui allaient venir. Donc ils se sont posés un peu ces questions, et effectivement les machines à vapeur étaient de plus en plus efficaces. Donc elles produisaient le même travail avec de moins en moins de charbon. Donc il y a plein de gens qui disaient il n'y a pas de problème, on va consommer de moins en moins de charbon. Et puis évidemment non. Si vous consommez moins de charbon, ça veut dire qu'à ce moment-là, le travail de la machine va devenir moins cher. Vous l'aurez dans de plus en plus de fabriques, de manufactures, etc. Et donc le nombre de
machine va augmenter. Voilà. Et Mmh. cet effet rebond, donc, il fonctionne partout. Quand vous isolez des bâtiments, vous gagnez pas tout à fait ce que les thermiciens pensaient que vous alliez gagner parce que les gens vont chauffer un peu plus. Les voitures sont de plus en plus efficaces en termes de motorisation, mais elles sont plus lourdes, donc elles consomment plus, elles émettent plus de CO2. Vous inventez des turboréacteurs qui économisent 30% de kérosène. Ben avec ça, vous inventez l'aviation low cost et ça fait exploser le trafic aérien, enfin, du moins avant la Covid. Mmh. Et puis, dans le numérique, c'est sans doute l'endroit où les progrès technologiques sont les plus incroyables, mais où l'effet rebond est aussi évidemment le plus incroyable, puisque la quantité de données qu'on génère, qu'on stocke, qu'on transporte est multipliée par 2 quasiment tous les 18 à 24 mois. Moi, je pense qu'on peut beaucoup comparer ça aux routes. Moi, j'ai remarqué que il y a eu ce rêve, entre guillemets, que si on augmentait le nombre de routes, il y aurait moins de bouchons. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que plus on met de routes, plus il y a de voitures. Et il y a toujours autant de bouchons, en réalité. Donc, ça fonctionne pas du tout, effectivement. C'est exactement ça. Et effectivement, on peut comparer. Enfin, vous savez que chaque année, on déroule on rajoute des câbles transocéaniques pour accompagner la croissance du trafic Internet. On ouvre effectivement des nouvelles autoroutes. Enfin voilà. Et il y a effet rebond parce qu'effectivement, on est dans du comportemental, on est dans des usages, on est dans des adaptations de chaque citoyen à son trajet de vie, à son organisation. Et donc, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas différemment. Et la voiture autonome, de ce point de vue-là, elle est tout à fait intéressante parce que évidemment, alors au-delà de la capacité à la déployer réellement d'un point de vue technique et d'un point de vue économique, mais en fait il y a autant de voitures autonomes, autant de modèles de voitures autonomes que d'acteurs autour de la question. C'est-à-dire que vous avez la voiture autonome qui est effectivement un petit peu rêvée par les écologistes, on va dire, ou les penseurs de la technique comme Jérémy Rifkin, et donc c'est la voiture autonome partageuse qui vous fait covoiturer systématiquement et qui passe son temps à rouler de manière optimisée avec plein de monde à bord. Et donc celle-là, effectivement, on se dit puisque de toute façon les voitures elles sont garées 90% du temps, là elles vont rouler, et donc j'aurai besoin de construire moins de voitures. Et puis évidemment on sera à covoiturer systématiquement, donc on va gagner énormément. Donc finalement on va se retrouver avec un impact des transports, un impact de la mobilité qui sera vraiment presque divisé par un ordre de grandeur. Et puis à côté de ça, vous avez la voiture autonome des constructeurs automobiles qui évidemment ont pas tellement envie de vendre 10 fois moins de voitures probablement. Et là à ce moment-là, c'est quoi cette voiture autonome ? C'est une voiture autonome dont on est toujours propriétaire. Enfin, quand je dis propriétaire, dont on a toujours l'usage exclusif en tout cas, et qui finalement est un bureau mobile dans lequel papa ou maman partent à 7h15 ou à 7h30 du matin et ils vont pouvoir, je sais pas, travailler pendant 1 heure tranquillement. Ce qui fait que finalement je vais pouvoir habiter plus loin et donc je vais faire plus de kilomètres et donc je vais créer je vais forcément in fine créer un impact environnemental plus important. Et il se trouve que ça fonctionne. On a déjà quelques tests comme ça. Alors je me souviens plus la source, mais peut-être quelqu'un pourra la retrouver. Mais je crois qu'il y a eu des premières expérimentations sur des navettes, des sortes de services un peu gratuits pour des personnes, et qu'on a constaté que le nombre de trajets qui étaient effectués augmentait de manière significative, parce que finalement le fait de pouvoir monter dans une navette, s'installer et puis de pouvoir faire autre chose en même temps en plus, finalement augmentait les usages. Et alors, avant de vous demander, parce que du coup, vous êtes ingénieur, vous êtes spécialisé en tech, donc avant de me demander c'est quoi la solution, est-ce qu'on redevient paysan, etc., parce qu'on aura forcément cette question qui est nécessairement dans la tête des gens, et du coup, on va la toucher. Mais avant ça, j'ai au moins 2 questions. La première, c'est qu'est-ce qu'on dit aux sociétés, en particulier technologiques, je pense aux Orange, Bouygues, SFR, Google, Facebook de ce monde, et comment ça se fait que parallèlement, on a une croissance du Bitcoin qui est cette monnaie virtuelle qui ne cesse de croître parce qu'il y a une défiance des marchés financiers par ailleurs, et en fait qui va à contre-courant de tout ce que vous êtes en train de raconter, quoi. Donc peut-être la première d'abord, c'est qu'est-ce qu'on raconte aux entreprises, comment ça marche, et puis de 2, cette histoire de Bitcoin, ça peut être intéressant.
Moi, je pense qu'il il faut fondamentalement revenir à la définition de ce qu'est une entreprise. Alors, on peut évidemment, il y a là il y a là une histoire d'échelle, c'est-à-dire qu'on peut pas mettre dans le même panier la petite PME familiale et puis la multinationale peut-être spécialiste d'aspects juridiques et fiscaux et optimisant tout ça, mais globalement, une entreprise, c'est une organisation, alors qui peut être effectivement plus ou moins grande, plus ou moins complexe, mais qui est là pour optimiser sous contrainte. Et cette contrainte, c'est quoi? C'est un écosystème qui est composé de règles fiscales, d'aspects législatifs, réglementaires, normatifs, d'un jeu de sous-traitants, de clients, de concurrents. Et donc moi, malgré finalement tout un discours, effectivement, alors soit autour des milliardaires salvateurs, soit à travers peut-être d'autres sémantiques de type tech for good, je sais pas quoi. Je pense pas qu'il faut attendre un sursaut de la part des entreprises. Le fait que il y ait de plus en plus de personnes au sein des organisations qui se sentent un petit peu étirées ou écartelées entre leur vision un peu contrainte, enchâssée dans un système économique qui est ce qu'il est, et puis finalement on aimerait bien faire différemment, mais si on fait différemment, on est le premier à se faire shooter, quoi. Hein. Donc on fait comme les autres, et puis on n'a pas trop le choix. Et puis la vision évidemment du citoyen, de la citoyenne, père, mère de famille, etc. Bon, là, effectivement, ça c'est une réalité indéniable. Mais le fait que il puisse y avoir une autodécision, sans changement, des conditions de marché qui sont finalement imposées fabriquées par la puissance publique, hein, bien sûr, à différentes échelles. Les entreprises, elles ont beaucoup de mal à bouger. Donc vous avez quelques aventures. Je dis pas qu'il peut pas y avoir quelques belles aventures de niche, je dirais. Hein. Je sais pas, vous prenez Seb Moulinex. Ils ont décidé, en tout cas, ils ont pris un virage très fort sur la réparabilité de leurs produits, la disponibilité des pièces détachées, question de robustesse, etc. Pour vraiment dire, Mais leur idée, c'était pas de se faire harakiri à nouveau en divisant par 10 leur chiffre d'affaires, en disant je vais vous vendre un fer à repasser tous les 30 ans au lieu d'un fer à repasser tous les 3 ans. Leur idée, c'est de jouer finalement, et c'est tout à fait intelligent d'un point de vue marketing, il n'y a pas de souci, et tout à fait respectable, mais de jouer plutôt le made in France par rapport au made in Europe de l'Est ou au made in China, en disant moi ça va être réparable et venez plutôt chez moi, avec le secret espoir, petit 1, de reprendre des parts de marché, bien entendu. Et puis petit 2, de vous vendre la yaourtière après vous avoir vendu la machine à pain, et puis la machine à raclette après vous avoir vendu la yaourtière. Bon. Donc du coup c'est possible peut-être à l'échelle d'une entreprise, mais c'est beaucoup plus compliqué à l'échelle d'un secteur industriel complet. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faudrait faire, par exemple, dans l'automobile? Alors, idéalement, il faudrait sortir à terme de la civilisation de l'automobile. J'espère qu'on y viendra à un moment ou à un autre. Mais évidemment, pour l'instant, c'est difficile de le faire tout de suite, puisque le tissu urbain et nos modes de vie se sont concentré autour du fonctionnement de l'automobile. Mais en attendant ça, on pourrait déjà justement éviter ce satané effet rebond, aller vers des voitures de plus en plus petites, qui soient effectivement des pots de yaourt un petit peu, je dirais, comme dans les années 60 ou 70, qui n'ont pas été particulièrement liberticides, et qui pourraient consommer littéralement 1 ou 2 litres au 100 au lieu de 5 ou 6 litres peut-être, ou 7 litres aujourd'hui en moyenne. Et ça, c'est possible, mais quelle entreprise du secteur prendra cette décision seule? C'est impossible, parce que d'abord, si vous faites que des toutes petites voitures et tout le monde fait des grosses voitures, tout le monde a une gamme, disons, élargie avec des SUV, etc. Ça serait prendre un risque assez important, première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'en plus, vous faites plus de marge sur les grosses voitures, sur les petites. Donc ça serait vraiment un double sacrifice. Une double peine, ouais. Et donc le seul moyen de faire ça, c'est que la puissance publique, alors à une échelle qui peut être un pays, qui peut être l'Europe, ça c'est tout dépend un petit peu de ce dont on parle, mais de dire non, votre truc qui fait plus de 1 tonne 2 ou de 1 tonne 3, j'en sais rien, on appelle plus ça une voiture, on appelle ça un char d'assaut, et donc c'est interdit de se déplacer avec, et c'est pas immatriculable, et point barre, quoi, à moins que ça soit une camionnette professionnelle, je sais pas, tomber dans une autre catégorie. Et donc il y a
Donc les entreprises, en fait, j'ai pas forcément grand-chose à leur dire, à part d'essayer de contribuer à libérer peut-être la parole des dirigeants, des cadres, voilà, et des collaborateurs et des collaboratrices, en disant que voilà, le temps sans doute du greenwashing commence à passer, et que pour attirer, pour retenir les talents, et puis pour que les gens s'épanouissent et finalement que tout ça aille dans le bon sens, je pense que le temps du greenwashing est un peu en train de passer, qu'il va falloir faire des choses pour de vrai. Mais il faut que ces choses pour de vrai, elles soient absolument accompagnées par par ceux qui expriment les règles du jeu. Et les règles du jeu, ce sont les règles du jeu réglementaires et fiscales, et donc c'est la puissance publique. Mais en même temps, quand on lit des bouquins comme celui de Monsieur Gomard sur la géopolitique, ce qu'il vous dit, c'est que typiquement, c'est quand même une histoire entre la Chine et les États-Unis, avec une Chine qui n'a pas vraiment décidé de manière très volontaire, pas avant 2030 en tout cas, selon ce qu'il raconte, de faire un mouvement très fort sur l'écologie. Donc en fait, on est un peu pieds et mains liés, non ? Oui, alors j'ai pas lu cet ouvrage, mais moi je me méfie toujours un petit peu des récits simples, quoi, et peut-être un petit peu manichéens, c'est-à-dire est-ce que effectivement, oui, bien sûr qu'il y a des enjeux géopolitiques naturellement, et que s'insérer dans ce jeu-là est complexe, et que la question de la transition, est-ce qu'un pays finalement pourrait rentrer dans une transition et se permettre peut-être de jouer un peu moins fort la course de la Reine Rouge dont on parlait tout à l'heure, sans se faire immédiatement vassaliser, voire même peut-être envahir, comme les Amérindiens par les Espagnols il y a quelques siècles, au bout d'un moment. Bon, la question peut presque se poser, évidemment. Mais non, moi je crois qu'il y a en fait, on est un petit peu fasciné. Je pense qu'il y a une surreprésentation à la fois dans les médias et dans les tribunes et les articles des commentateurs, dans les reportages télévisés, que sais-je, d'un certain nombre de choses qui bougent ou qui semblent bouger assez vite. Donc effectivement, ça va être l'intelligence artificielle, ça va être le poids des réseaux sociaux, ça va être le poids économique dans le secteur de la publicité et des médias, des grandes plateformes, etc., bien sûr. Mais que globalement, finalement, il y a quand même une part extrêmement importante de notre vie, et c'est peut-être d'ailleurs ce qui en fait la partie essentielle. On l'a redécouvert peut-être là aussi sur les magasins qui étaient ouverts ou pas ouverts pendant la crise sanitaire, enfin qui consistent d'abord à produire de la nourriture, à l'échanger, à la préparer et à la consommer, tout ce qui tourne autour de la question de l'habitat, d'avoir des gens pour réparer sa chaudière ou un plombier pour venir dépanner je sais pas quoi. Voilà, et c'est ça qui fait un petit peu qui fait quand même une grande partie de la vraie vie. Et c'est vrai que j'ai quand même du mal à croire que Google puisse prendre à 100% le pouvoir sur l'ensemble des plombiers réparateurs de France, parce que ils seraient référencés ou pas référencés, et qu'il y a d'autres modes d'organisation qui existent, d'autres modes de vivre ensemble, avec des questions de circuit court, avec des questions des questions de confiance, des questions de recommandation qui sont pas forcément la question de savoir si j'ai 3 étoiles ou 5 étoiles sur tel ou tel site. Donc je trouve qu'on est un petit peu pris comme les lapins dans la lumière des phares, quoi, d'une certaine manière. C'est-à-dire que, à force de nous parler de disruption, à force de nous parler d'évolution très forte, tout le monde a un petit peu intérêt à parler de disruption dans notre modèle économique actuel, parce que vous avez des consultants qui, dont c'est le métier de vous expliquer que votre business model est en danger et qu'il faudrait leur acheter quelques missions. Vous avez des journalistes qui, eux, sont un peu en mal d'articles, et plus le titre est clinquant, mieux ça sera. Vous avez des universitaires ou des chercheurs qui essayent de capter des fonds, donc ça serait pas mal d'utiliser les mots magiques, un peu big data, intelligence artificielle et machine learning, que sais-je, voilà. Et en fait, voilà, on passe à côté finalement de pas mal de choses qui finalement sont quand même assez essentielles, et sur lesquelles on a tous les moyens de travailler. C'est-à-dire que je vois pas, par exemple, en quoi un combat entre la Chine et les États-Unis impacte, ou alors vraiment de manière marginale, la question agricole française. C'est-à-dire qu'on aurait tous les moyens de passer
Alors sans tout passer forcément bio entre guillemets, enfin labellisé bio tout de suite, mais voilà, on a la Beauce d'un côté qui est devenue un désert biberonné aux intrants, et puis on a les usines à cochons bretonnes de l'autre. Enfin, c'est alors qu'on pourrait faire de l'agriculture, de la polyagriculture élevage, avec des parcelles plus petites, le retour des haies, lutter contre les ravageurs grâce à la biodiversité, aux oiseaux, se permettre une petite baisse des rendements parce que on aurait une évolution un petit peu de régime alimentaire en consommant un peu moins de viande, ce qui serait pas du luxe d'ailleurs d'un point de vue médical et sanitaire dans un pays comme la France. Et tout ça, on a les moyens de le faire, on pourrait le faire. Et ça serait créateur d'emplois, et ça serait créateur d'emplois local. Sur la question du zéro déchet, on pourrait initier des programmes de zéro déchet à toutes les échelles, dans les territoires, dans les entreprises, dans l'administration. Et on tirerait énormément de choses à travers ça, à travers une innovation un peu différente, qui soit plutôt organisationnelle. Vous voyez, si on veut faire, je sais pas, faire des bouteilles consignées, du packaging réutilisable, et il faut mettre autour de la table. On sait nettoyer une bouteille, c'est pas une question d'innovation technique, quoi. Par contre, il faut mettre autour de la table des distributeurs, des logisticiens, des clients, des magasins, des producteurs, et réussir à faire fonctionner toutes les reverse logistics, etc. Et voilà. Et là, il y a vraiment énormément de choses à faire, et qui serait là encore créateur aussi de liens sociaux et in fine de résilience. Je pense que la question de la résilience est majeure. C'était un mot qui commençait déjà à être magique avant la crise sanitaire, mais qui devient encore plus aujourd'hui. Ouais, complètement. C'est marrant parce que vous répondez du coup à la question de comment on fait, mais moi j'ai cette sensation qu'en fait c'est pas, et à l'inverse effectivement de tout ce qu'on lit quelque part, il faut faire petit A, petit B, petit C. En fait, il faut réinventer nos modes de vie, parce que ce que vous disiez par exemple sur la voiture autonome, c'est que, et on l'a vu cette année, c'est qu'il faut plutôt réinventer la manière dont on travaille, réinventer les organisations humaines, social, peut-être changer. Alors bon, tout le monde utilise, et moi y compris d'ailleurs, cette idée de réinventer les récits, parce qu'évidemment ça me semble essentiel. Vous parlez tout à l'heure de bonheur, et voilà, pour moi c'est évidemment essentiel de redéfinir ce que c'est que le bonheur, et ça passe par les films, les séries, la lecture, la musique, et aussi évidemment la pub. Donc il y a ça, et puis tout ce que vous décrivez, c'est effectivement de réinventer la manière dont on vit. Vous, votre sujet, c'est beaucoup aussi la slow tech. J'ai pas oublié ma question sur le Bitcoin, hein, mais je continue. Mais je continue mon petit Pourquoi bonhomme de chemin. Les gens achètent des Bitcoins, ouais. Ok. C'est ça, mon petit bonhomme de chemin sur ma conversation. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la slow tech ou la low tech, et quelle forme ça peut prendre dans notre vie au quotidien en réalité? Ouais, alors la low tech, c'est une définition qui est pas vraiment stabilisée. D'abord parce que je pensais pas, en reprenant cet étendard il y a quelques années, en écrivant l'âge des low-tech, que ça ferait un petit peu son petit bonhomme de chemin. Pour moi, c'était d'abord effectivement une réaction presque épidermique à la question de la high-tech et de ses promesses, et donc et de ses effets pervers dont on a parlé tout à l'heure. Donc pour moi, la low-tech, on pourrait traduire ça par des technologies sobres, agiles, résilientes, utiles. Enfin, il y a plein de manières de la définir, mais ce qui est certain, c'est qu'en fait, il y a pas vraiment de frontière. On peut pas dire il y a des choses qui sont high-tech, il y a des choses qui sont low-tech, parce que même un vélo, vous voyez, qui consomme très peu de ressources, qui est très réparable, qui est quasiment inusable, ou increvable, sans jeu de mots, si vous le laissez pas dormir dehors, en gros, quoi, si vous conservez bien le cadre comme il faut. Voilà, donc c'est un truc, ça coche toutes les cases de la durabilité. Un vélo, en fait, c'est hyper high-tech à fabriquer. C'est terrible, hein. Il faut vulcaniser du caoutchouc pour faire des chambres à air et des pneus. Il faut avoir de la métallurgie de pointe pour les câbles de frein, pour le dérailleur, pour la chaîne. Il faut de la graisse, d'ailleurs, qui est pas vraiment aujourd'hui de la graisse issue du monde agricole pour graisser la chaîne. Enfin, voilà. Donc il y a tout un écosystème, tout un capitalisme carbonifère, aurait dit Lewis Mumford, pour
qui est derrière pour fabriquer finalement ce vélo. Alors évidemment, ce vélo, il est beaucoup mieux que la voiture quand même. Mais du coup, par contre, quand une fois qu'on l'a en main, voilà, là, ça devient un outil qui est vraiment convivial, hein, aurait dit Ivan Illich dans les années 70 ou 80. Voilà, et facile. On comprend pourquoi il est en panne, on est capable de le réparer, ou en tout cas, on trouve quelqu'un pas loin de chez soi qui est capable de le réparer. Ce qui est bien loin, évidemment, d'une voiture avec ses 1 million de pièces élémentaires et toute son électronique qui fait qu'aujourd'hui on peut plus faire que des échanges standards et pas du tout la bricoler comme c'était le cas il y a quelques dizaines d'années. Et c'est pas pour le plaisir d'avoir exclu d'ailleurs le consommateur, hein, qu'on a fait ça, c'est aussi d'abord pour améliorer la performance évidemment et dont on parlait tout à l'heure, notamment sur l'optimisation de la motorisation. Alors du coup, voilà, c'est comment on fait avec ce vélo qui est à la fois high-tech et low-tech. Donc moi j'aime bien en fait résumer les low-tech en disant finalement c'est une démarche. C'est beaucoup plus simple de dire que c'est une démarche. Comme ça, du coup finalement tout peut être low-tech quoi quelque part. La médecine peut être low-tech, Internet peut être low-tech, la voiture peut être low-tech, et même un ordinateur pourrait être low-tech demain. C'est une démarche qui consiste à se poser des questions pour essayer vraiment d'orienter nos usages, la conception des objets, la recherche, etc., vers l'économie de ressources et vers l'abaissement de l'empreinte environnementale. Alors cette démarche, c'est quoi ? C'est 3 questions. C'est de se dire finalement pourquoi je produis, qu'est-ce que je produis et comment je produis. Donc pourquoi, quoi, comment. Le pourquoi, c'est évidemment la question de la sobriété, de la frugalité, de l'économie à la source. C'est tellement plus simple de pas produire un déchet, c'est tellement plus simple de pas avoir besoin de l'objet en question et de pas avoir consommé des ressources en amont. Alors cette sobriété, elle peut prendre des formes très diverses. Dans la voiture, je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être de faire des voitures beaucoup plus petites dans un premier temps, qui soient moins performantes, moins puissantes, moins lourdes. Dans le bâtiment, avant même de construire des bâtiments formidablement éco-conçus ou bioclimatiques, c'est de se poser la question pourquoi on construit, c'est-à-dire en fait d'intensifier l'usage du patrimoine existant, l'usage des lieux, de lutter aussi contre l'obsolescence des lieux. Il n'y a pas que les objets qui sont frappés d'obsolescence, les lieux aussi. Alors ça peut être des centres commerciaux, ça peut être des bâtiments publics qui pourraient être ouverts le week-end ou en soirée, qui ne le sont pas, qui pourraient accueillir des clubs. Ça peut être des cours d'école qu'on va ouvrir le week-end et qui sont arborés, qui serviront de parc à la population. Enfin, il y a 1000 manières de faire tout ça. Ça peut être de l'habitat partagé pour ceux qui aiment bien ça et qui ont le courage de se lancer dans des projets de ce type-là. Voilà, donc on peut faire fonctionner ça partout. Ça marche notamment dans le système digital dont on disait tout à l'heure que son impact environnemental était préoccupant et croissant. Ça pourrait être de changer moins souvent évidemment ces terminaux. Ça peut être de réduire intelligemment les débits en utilisant moins la vidéo ou un niveau de résolution plus faible. Ça peut être de pas être systématiquement en portabilité et en mobilité, mais qu'il y a des choses où on pourrait se câbler. Il n'y a pas si longtemps que ça, on arrivait dans les entreprises et on câblait son ordinateur. On n'était pas, on branchait son câble. On n'était pas en Wi-Fi permanent à se plaindre de pas encore avoir la 5G, etc. Donc alors dans le domaine agricole, ce serait de manger moins de viande, c'est des produits plus locaux, etc. Donc sobriété, frugalité, ça c'est la première question. Ensuite, la deuxième question, c'est une fois qu'on a dit il y a quand même des trucs qui étaient utiles, je sais pas, des machines à laver, des vélos et autres, c'est effectivement de les éco-concevoir, mais de manière vraiment peut-être plus poussée que ce qu'on fait aujourd'hui, même s'il y a déjà des méthodologies intéressantes qui existent, mais finalement il faut aller plus loin sur la question de la performance, sur la question peut-être de l'esthétique de certains produits, sur la question des fioritures un petit peu je sais pas, des afficheurs électroniques, des trucs qui servent pas forcément à grand chose dans beaucoup d'objets. Et là en fait en prenant aussi en compte la question donc évidemment de la réparabilité, de la durabilité, de la modularité, mais aussi la question du démantèlement et de la fin de vie. C'est-à-dire se dire finalement les objets qu'on construit aujourd'hui ou les bâtiments qu'on construit aujourd'hui, ce sont des banques de matériaux pour demain. Il faut vraiment que le recyclage, ça soit vraiment le stade ultime, et puis d'éviter des incompatibilités ou de fabriquer des choses qui vont être par nature non recyclables, je sais pas, des matériaux composites, des trucs un petit peu compliqués. Et puis enfin, il y a la question du comment, c'est le comment je produis, et ça rejoint la question de la productivité dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire finalement de se dire, voilà, à quel niveau, quel doit être le degré de
de concentration, c'est-à-dire est-ce qu'il y a besoin de faire des trucs avec des villes de Chine qui produisent un tiers de toutes les chaussettes du monde, ou est-ce qu'on pourrait faire ça un peu différemment? Pourquoi est-ce que ça s'est concentré à ce point-là? La question de la machinisation, de la mécanisation, là encore il y a des choses qui sont intéressantes et importantes, mais d'autres moins. C'est-à-dire pourquoi est-ce que finalement dans tous les métiers d'accueil, on a remplacé les gens par des bornes ou par des, je sais pas quoi, les audio guides dans les musées. Enfin, il y a plein de choses. À partir du moment où on a du travail humain disponible, hein, c'est-à-dire ça s'appelle malheureusement le chômage, ça s'appelle le temps partiel subi, etc. Et finalement toute cette énergie qui se perd quelque part, cette énergie renouvelable pour le coup qui se perd, et puis qui fait aussi que voilà, on a des gens qui ont pas cette qui se retrouvent un petit peu dont la vie peut être un peu compliquée. Donc voilà, finalement on pourrait avoir un monde beaucoup plus riche en emploi, beaucoup plus riche en interactions sociales. Et donc faire preuve de techno-discernement, in fine, c'est-à-dire de pas jeter la technique, évidemment, parce que elle a fait à nouveau des choses formidables, mais d'essayer de maximiser, je dirais, les bons côtés et d'essayer d'éviter le plus possible, même si c'est jamais complètement possible, les mauvais côtés. Et finalement, si je faisais un petit parallèle avec la crise sanitaire, finalement, je sais pas si vous vous souvenez, mais au mois de janvier-février 2020, quand la crise était encore essentiellement, au début février, quand la crise était encore essentiellement en Chine, on avait eu droit à beaucoup de reportages sur la réponse extrêmement high-tech, hein, tout cet arsenal technologique qui était déployé. Alors il y avait les robots nettoyeurs, désinfecteurs de rue, il y avait les drones qui commençaient à surveiller la population, voire même qui prenaient la température à distance, que sais-je. On a même eu le chien, comment il s'appelle, Spot là, de Boston Dynamics, là, ce chien tout à fait fascinant et effrayant qui ressemble à un épisode de Black Mirror là, et donc qui patrouillait dans le parc principal de Singapour. Bon, voilà. Mais et donc on allait voir ce qu'on allait voir. Alors évidemment, on a eu une réponse tout à fait high-tech et c'est incroyable la vitesse à laquelle ont été développer les vaccins, évidemment pour les gens qui ont été hospitalisés, etc. Mais finalement, 99% de la réponse de l'humanité, elle a été affreusement low-tech. Effectivement. Elle a été, en fait, c'est de l'usage, c'est du comportement, c'est de l'adaptation, effectivement. Alors, qui a été d'ailleurs partiellement, voire beaucoup imposé par la puissance publique, hein. Donc au début fallait juste se moucher dans son coude, et puis après il fallait s'enfermer, il fallait respecter les gestes barrières, il a fallu porter des masques qui ont été d'ailleurs plutôt do it yourself au départ, en attendant qu'il y ait des masques fabriqués en usine qui arrivent, etc. Donc je trouve que c'est intéressant parce que finalement le truc a plutôt tenu bon, et d'ailleurs avec évidemment tout ça a été révélateur de plein de choses, d'inégalités, de non-soutenabilité, de plein d'éléments, mais globalement, finalement, ça a tenu bon, entre guillemets. Il y a eu une certaine résilience, et finalement, c'est peut-être cette combinaison des deux fers au feu, à la fois high-tech et low-tech, à la fois technique et comportementale, qui a permis de tenir, et je trouve qu'on devrait peut-être effectivement tirer des leçons pour l'avenir. Très bien. Très bien. Est-ce qu'on se parle de Bitcoin ou pas du tout? C'est peut-être c'est pas forcément nécessaire en même temps. Je suis pas un ultra spécialiste du Bitcoin, mais effectivement, il y a ce système de blockchain à preuve de travail fait que c'est assez énergivore. Moi, j'ai pas réussi à je sais que la blockchain a fait partie, surtout dans les années 2018-19, un peu des mots magiques là qui permettaient d'aller pitcher à gauche ou à droite ou de paraître intelligent dans les comités de direction dans les entreprises. Mais franchement, j'ai pas trouvé beaucoup de cas d'usage pour être très honnête de la blockchain, à part pour l'instant ce support spéculatif tout à fait intéressant qu'est le Bitcoin. Je sais pas quoi dire là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un support spéculatif comme un autre. Je pense que j'ose espérer que les gens qui investissent dans le Bitcoin sont disons avec une volonté d'achat-vente seulement, pas comme support d'achat de divers et variés sur le darknet. Mais bon, pour ceux qui font juste ça comme un placement, j'ose espérer qu'en fait, c'est un élément de diversification parmi d'autres qui est hautement spéculatif, à côté peut-être, je sais pas,
de différentes options sur actions et de lingots d'or physiques ou virtuels, ou que sais-je. Bon, voilà, moi j'ai pas grand-chose à en dire à part que malheureusement c'est vrai que il y a un côté Shadowg tout à fait effrayant de se dire que effectivement on rajoute une quantité aussi énorme de consommation électrique pour rien, quoi. Finalement, c'est un petit peu, ça me fait penser un petit peu au programme immobilier qu'il y avait un moment là qui fleurissait en Espagne. Je crois que ça s'est un petit peu arrêté, où on construisait un golf et puis après on faisait des maisons autour, et ni le golf n'était pas occupé, les maisons non plus, mais c'était juste un support finalement spéculatif d'investissement immobilier. Bon, et puis on mettait un aéroport pas loin à côté pour faire croire que des gens allaient venir, voilà, je sais pas. Là, encore une fois, je pense que la seule solution dans un cas comme ça, c'est que la puissance publique dise non, quoi. C'est-à-dire que d'un point de vue démocratique, alors évidemment, je sais bien que aujourd'hui les fermes à Bitcoin sont plutôt dans des pays pas forcément toujours recommandables, mais voilà, c'est des choses qui doivent tout simplement être interdites d'une manière ou d'une autre, contre lesquelles on doit lutter, parce que voilà, on doit décider collectivement qu'il y a des choses qui se font et il y a des choses qui se font pas, y compris d'un point de vue purement moral, quoi. C'est peut-être le retour d'une certaine moralité ou d'une certaine vertu, même si ce mot, je sais que ce mot est un peu connoté, plus très utilisé. Souvent, dans les magazines, c'est surtout les vertus des plantes médicinales, mais et puis bon, il y a évidemment vertu vient de la même racine que wir en latin, donc il y a un côté un petit peu trop masculin, un petit peu trop guerrier peut-être, mais voilà, là, cette question quand même de est-ce qu'on peut retrouver effectivement dans le fait de mener une vie bonne, le fait de mener une vie vertueuse d'une certaine manière, alors pas au sens de petites vertus, mais au sens de faire des choses, de faire des choix qui soient à la fois toujours positifs et voilà, où la question du bien et du mal finalement se repose, quoi. Je suis peut-être parti un petit peu trop dans la philosophie, là, je ne sais pas. Non, c'est hyper intéressant. En fait, ça pourrait durer, je crois, pendant encore un petit moment. Je vais vous demander, avant de finir, non, il n'y a aucun souci. J'ai toujours cette question à la fin du podcast que je vais vous poser nécessairement. À quoi vous voulez ouvrir ou claquer la porte ? Alors est-ce que j'ai droit à la fois de claquer la porte et d'ouvrir la porte, ou c'est la même porte et je dois juste choisir de la claquer ou d'ouvrir ? Vous avez tous vos droits. Non, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ok, alors effectivement, je pense que pour revenir à notre au départ de notre conversation, moi j'aimerais claquer la porte effectivement au fantasme des milliardaires vendeurs de rêves à bon marché, quoi, hein, et qui sont finalement des pompiers pyromanes et qu'on fait passer pour des sauveurs de l'humanité ou de la planète, et qui en fait ne vont faire que l'abîmer un peu plus. Elon Musk est de ce point de vue-là d'ailleurs tout à fait emblématique, parce que voilà, il développe des fusées pour sauver l'humanité en allant ensemencer Mars, et puis en même temps, comme il faut que ça soit un peu bankable et que ça attire quelques capitaux, on explique que la fusée va peut-être servir d'abord à faire New York-Tokyo en quelques heures. Bon, donc voilà, arrêter vraiment de se laisser embobiner littéralement par cette communication finalement corporate outrancière, quoi. Voilà. Et puis alors ouvrir la porte au courage d'innover. Mais au courage d'innover réellement, c'est-à-dire de pas être dans une innovation suiveuse qui est juste de dire eux ils font des big data et des fab labs, je vais faire des big data et des fab labs aussi, sinon je vais vraiment avoir l'air bête. Innover, c'est faire différemment des autres d'une certaine manière, et moi j'appelle à une autre innovation qui soit pas une innovation uniquement technologique, mais sociale, sociétale, politique, culturelle, organisationnelle, et qui demande vraiment à la fois de se poser des grandes questions. Enfin, ça peut même s'asseoir sur vraiment le savoir accumulé, la science, etc. Enfin, je veux dire, l'agroécologie, c'est pas revenir à l'agriculture de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, comme l'avait dit un ministre précédent de l'agriculture. C'est au contraire utiliser toute la science du vivant, toute la science de la microbiologie des sols, des interactions des écosystèmes, pour réussir à se passer des
des intrants chimiques le plus possible. Donc c'est très différent. Donc mais par contre voilà, il faut du courage parce que c'est faire sans doute différemment de cette religion de la technique qui a d'ailleurs ces grands prêtres dont on parlait tout à l'heure, et ces lieux de culte comme le Consumer Electronics Show, ces terres sacrées comme la Silicon Valley, que sais-je. Non, voilà, d'essayer de faire autrement et différemment, et je suis sûr que ça peut créer une envie terrible et que concrétiser voilà des chemins de vie qui vont vers un apaisement technologique et social ne peut qu'aller dans le bon sens, et dans ce sens de la résilience justement. Super. Merci beaucoup Philippe. Merci. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.